Non, j'ai pas vraiment souvenir de ça. Je suis pas sûr je pense que les gens imaginent qu'ils savent ce que c'est que faire de la recherche. J'imagine, ou vaguement en tout cas. Souvent d'ailleurs, on nous demande dans quel domaine, ou vous êtes professeur en quoi. Et de façon surprenante un peu pour moi, souvent ils attendent une espèce de truc super précis. Ils sont contents si on va dire, je sais pas, je suis professeur de physiologie intégrative des cnidaires, là tout d'un coup, ça y est, il a mis l'étiquette. Curieusement, c'est parfois on a l'impression ce genre de réponse qu'attendent les gens. Euh, mais des gens qui ont absolument aucune idée, ou en tout cas qui l'expriment, c'est rare. Après, je sais que, bon, avant d'être professeur, on est en général maître de conférence, bon, ce qui veut juste dire professeur assistant, enfin, ou associé. Bon, il faudrait peut-être avoir une dénomination plus simple. Et quand on dit aux gens qu'on est maître de conférence, alors ils imaginent qu'on fait des conférences. Voilà. Et c'est là qu'on réalise en fait qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Euh, on a eu aussi, même ça c'était assez rigolo, mais ça devait être en 2005 déjà, un truc comme ça, quand il y avait eu à un moment un mouvement étudiant contre les réformes de Dominique de Villepin, contre la première embauche, c'était un truc comme ça. Et les étudiants avaient décidé de faire une espèce de blocage de l'université et d'empêcher les enseignants d'entrer, mais pas les chercheurs. Et c'est là qu'ils ont tous découvert que leurs enseignants étaient des chercheurs. C'est-à-dire que si les étudiants eux-mêmes ne le savent pas, j'imagine que les gens ne le savent pas, mais ils savent peut-être pas qu'ils ne le savent pas. Ils pensent savoir comment ça fonctionne. Mais des gens qui nous diraient j'ai aucune idée de ce que c'est que le métier de chercheur, etc., je l'ai rarement, je pense rarement ressenti comme ça. C'est pas un truc commun. Je suis pas sûr qu'ils savent ce que c'est, mais je suis pas sûr qu'ils le réalisent. Mais est-ce que c'est pas encore plus piégeux justement de croire qu'on Ah a si une bonne si, non non, le représentation de pire, quelque chose? le pire, mais pour n'importe quoi, le problème c'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance, de croire qu'on sait. C'est ça qui est extrêmement problématique. Et c'est que ça, les gens disent rarement je sais pas, ils pensent savoir. Et c'est beaucoup plus simple d'admettre qu'on ne sait pas un truc et d'apprendre, d'écouter, que d'imaginer qu'on sait. Et ça, on l'a quand même bien vécu ces dernières années. On a plein de savants maintenant, plein d'épidémiologistes, des gens qui ont des conseils sur tout. Et souvent, je pense de bonne foi. Hein. Moins on en sait, plus ça a l'air simple. La démarche scientifique, entre autres, alors c'est peut-être pas applicable à tout, hein, là, je ne sais pas si on peut le généraliser, mais c'est vrai que c'est arrivé à déduire d'une situation, d'une observation, d'un ensemble de faits, de faire émerger quelque chose qu'un autre ne verrait pas, probablement comme un artiste. Et les scientifiques, ben justement, souvent ceux qui sont exceptionnels, créatifs, les génies, etc., eux, ils ont vu un truc que les autres n'ont pas vu, alors tout le monde le voyait. Un très bon exemple, c'est Darwin. Hein. Quand Darwin a mis sur papier et formalisé sa théorie donc de l'évolution par sélection naturelle. Euh, D'autres, ensuite, alors il y avait Wallace en même temps, alors on en parle beaucoup moins en France, mais Wallace et Darwin, c'est un peu les deux concepteurs sans se connaître, enfin sans se connaître, ils se connaissaient, puisqu'en fait quand Darwin a fait sa fameuse communication en 1859, il a dû accélérer les choses pour devancer Wallace qui allait dire un petit peu la même chose. Mais c'est quand même des choses indépendantes. Cette théorie de variation-sélection, elle est très forte par sa simplicité. Mais en fait, tous ces faits, toute cette diversité des êtres vivants, et je veux dire, à l'intérieur même d'une génération dans une même espèce, on voit qu'il y a une variabilité très importante. Et en fait, la sélection va puiser là-dedans certains individus et il va y avoir une sélection comme ça différentielle des individus au cours du temps. Et c'est ça qui peut les conduire, enfin qui les conduit à évoluer et qui peut les conduire à complètement changer. Quelque part, on pourrait dire ça c'était visible par tout le monde depuis longtemps. Darwin a utilisé comme premier matériau la sélection artificielle des éleveurs qui depuis des milliers d'années modifiaient en fait des organismes, tout ce qu'on mange, le maïs, les vaches, les chiens, enfin les chiens ils ne mangent pas, enfin pas nous, tout ça c'est leur morphologie actuelle, c'est des créations humaines. Donc on devrait quand même enfin, on avait tout ça sous les yeux. Et il y en a un qui l'a vu beaucoup mieux que les autres. Et donc c'est exactement ça. Les grands scientifiques, ils vont voir dans les mêmes éléments que les autres, ils vont voir quelque chose de supplémentaire et en comprendre les implications.
l'objectif de la science, c'est de... alors on pourrait résumer très simplement en disant découvrir la vérité sur les choses, sauf que cette vérité, elle est forcément relative. On est obligé de faire des présupposés, c'est-à-dire de poser des choses qui sont improuvables. Juste prouver que je suis là devant vous en train de vous parler, c'est impossible. Je suis peut-être en train de rêver ça, branché à des tuyaux dans un lit, et je ne pourrais jamais prouver le contraire. Peut-être qu'on vient tous les deux d'être créés il y a 5 millisecondes par des extraterrestres, une divinité quelconque, et avec des souvenirs préimplantés. Donc on est obligé de dire, je suis ici, ce que je pense vivre est vrai, j'ai des souvenirs, le monde est réel, il existe, il est connaissable. Et ça, c'est un présupposé. C'est-à-dire, si on enlève ça, il n'y a plus rien, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, en admettant ça, donc il y a un côté relatif dans tout, puisqu'on est obligé de faire ce pari. Le but de la science, c'est d'essayer de démêler ce qui est probablement vrai de ce qui est probablement faux. Et donc pour ça, il faut mettre en place quand même une certaine rigueur à un moment, être prêt à changer d'avis. Quand je dis probablement vrai, tout n'est qu'hypothèse, plus ou moins bien soutenue. Alors évidemment, ça c'est la porte ouverte pour tous ceux qui, eux, ont une vraie vérité et qui n'est pas une hypothèse soutenue, donc moi j'ai bon, puis lui il n'est pas sûr. Alors qu'en fait, tout n'est qu'hypothèse. Pour l'art, c'est différent. L'art, je pense, vise à interpeller, vise à mieux faire appréhender les choses, mais le but n'est pas de trouver la vérité. Le but est de faire réagir, de faire prendre conscience, de toucher, bien sûr, de provoquer l'émotion, qui elle-même peut arriver à mieux sentir et comprendre des choses, mais il ne s'agit pas de répondre à une question avec une certaine probabilité que ce soit vrai. Voilà ce que fait la science. Alors il y a un point commun entre les deux, puisque les deux cherchent à justement mieux appréhender la réalité du monde, mais avec un cahier des charges qui n'est pas le même et un contrat qui n'est pas le même. Donc, alors après, est-ce qu'il y a des domaines qui sont inaccessibles à la science par définition, j'en sais rien. Moi, ce qui m'épate, c'est ce à quoi on arrive à accéder quand on nous dit, mais vous n'êtes même pas sûr de l'origine de la vie, par exemple. Mais qu'on soit capable déjà de proposer un truc qui se tient sur quelque chose qui est arrivé peut-être une fois il y a des milliards d'années, moi, c'est plutôt ça qui m'épate. Qu'on soit capable de remonter jusqu'à un Big Bang il y a 15 milliards d'années, c'est déjà extraordinaire, et avec des trucs qui se tiennent, c'est-à-dire avec des éléments qui sont confirmés par différentes branches de la science et qui racontent un petit peu la même histoire, donc qui se complètent les unes les autres, sachant que si ça ne fonctionne pas, on va changer d'hypothèse, on n'est pas en train de défendre un truc, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais dans la production même des scientifiques, dans la démarche scientifique, l'intuition, c'est-à-dire le fait de pouvoir... alors, l'intuition, ça peut être défini de plusieurs façons, mais le fait de pouvoir utiliser ses facultés créatives, son imagination, a une place importante en science. C'est ça qui peut souvent nous permettre de générer des hypothèses, c'est-à-dire se dire, est-ce que, je ne sais pas moi, tel et tel organisme pourrait agir en symbiose à l'intérieur de tel autre, et puis peut-être que c'est ça qui a une action si importante sur son immunité, son métabolisme, etc. Ça pourrait venir d'informations un petit peu éparses, glanées ici et là, et puis que dans une tentative un peu osée, en faisant appel à son imagination, on pourrait utiliser pour formuler une hypothèse. Et c'est vrai que les scientifiques ont souvent cet aspect créatif important. Et je suis d'accord avec le fait qu'on peut tout à fait avoir une approche rigoureuse de plein de choses sans nous empêcher de donner libre cours à notre imagination. Après tout, il y a des choses qu'on ne sait pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, on peut y mettre ce qu'on veut. Tant qu'on ne confond pas ça avec la réalité, ça ne pose pas de problème. Alors beaucoup confondent ça avec la réalité. Vous n'êtes pas sûr, alors moi je vais mettre ça, mais on est encore moins sûr. Mais typiquement, le cas de la vie extraterrestre, les scientifiques, y compris les physiciens, les astrophysiciens, etc., vont raisonner peut-être en termes de probabilité, de machin, etc., avec, pour certains, de très bonnes raisons d'imaginer que la vie ailleurs est possible, et ils ne vont pas dire, étant donné qu'on n'a aucun fait ou qu'il n'y a aucun... il ne faut pas non plus confondre les ovnis et le fait qu'il y ait une vie extraterrestre qui existe, ce que les gens confondent souvent parce que ça devient tout de suite très terre à terre, mais
y a aucune raison. Je pense qu'ils ne croient pas moins que les autres à la possibilité d'avoir une vie extraterrestre. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie une sonde sur Mars ou ailleurs, on cherche de l'eau, des bactéries, des trucs. Donc c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui est dans la tête de la plupart des scientifiques. Et le fait de mettre de la rationalité là-dedans n'empêche pas de pouvoir donner libre cours à son imagination. Je dirais même que des fois, ça permet d'imaginer encore plus. Moi, je suis souvent quand même un peu désespéré par le manque d'imagination des scénaristes, des auteurs de science-fiction, des auteurs de films, etc., quand ils font un film de science-fiction où tous les extraterrestres ont des bras, des mains, des bouches, des dents, on voit Avatar qui a coûté un prix complètement dément, et bon, à part je vous mets des oreilles pointues, c'est zéro niveau imagination. Un scientifique qui étudie la diversité du vivant juste en piochant sur ce que l'évolution a produit, et qui est un truc très contraint, parce que là, on prend ce qui existe, on fait déjà beaucoup plus barré que ce qu'on fait dans des films de science-fiction. Et j'ai des fois l'impression que ces connaissances qu'on a en plus nous permettent d'imaginer des trucs encore beaucoup plus farfelus, parce qu'on est moins dans un carcan, parce qu'on a vu une diversité telle. Donc je dirais que c'est sans doute même le contraire, quoi. Les scientifiques ont presque plus de matériaux sur lesquels imaginer, et on le voit tout le temps, se privent pas du tout de le faire. Donc ça n'empêche pas du tout le rêve d'être scientifique, d'avoir une activité qui implique de devoir agir avec rigueur, empêche pas du tout de pouvoir rêver, d'avoir des croyances, tant qu'on est capable de les caractériser. Alors moi je crois à cet être, j'ai aucune idée si c'est vrai, mais quelque part ça peut me faire du bien d'imaginer ci ou ça n'empêche pas, c'est juste qu'on ne confond pas ça avec la réalité, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde.